tant qu'acteur majeur du marketing dans le monde depuis ces quelques décennies, quand as-tu inscrit l'engagement et l'humain dans tes stratégies? Mmh. J'ai eu la chance en fait de commencer ma carrière chez Danone, qui à l'époque avait ce qu'ils appelaient, ce qu'Antoine Riboud, le fondateur, appelait le double projet économique et social. Et en fait, dès le départ, cette idée de fusionner finalement l'économie, la croissance, les profits, et le social, le sociétal, l'humain, est quelque chose que j'ai appris en fait à mon premier job, donc ma première école, et bien évidemment, on ne perd pas les bonnes habitudes. D'accord, ça me paraît très pertinent. Mais on peut se poser la question que l'engagement, c'est une notion qui est peu quantifiable sur l'impact de rentabilité. Et comment on pourrait expliquer à un chef d'entreprise l'importance d'investir son engagement dans des valeurs fortes? En fait, il y a eu un shift assez dommageable à un moment donné sur la façon dont on enregistre des sociétés. Au départ, notamment aux États-Unis, quand les corporations ont été créées et quand on enregistrait une corporation, pour avoir le certificat d'incorporation, on était obligé d'avoir le business plan, mais aussi l'impact qu'on pensait avoir sur la communauté. Et en fait, je pense que ça embêtait un peu les gens et qu'il y a eu des pressions pour que cette partie importante, essentielle et centrale au départ du certificat d'incorporation disparaisse finalement. Et donc ça a été la voie ouverte au pur profit, en oubliant ce côté humain justement, qui pour moi est souvent dans des entreprises pilotées par des fondateurs, est souvent présente. Ce côté humain, ce côté purpose, comme on dit en anglais, est très souvent là et c'est facile ensuite, par la force des choses, par la pression de l'environnement, pas l'environnement vert, mais l'environnement, les crises, la concurrence, etc. C'est facile de l'oublier. Ça rejoint aussi, je crois, la loi Pacte en France, qui est sortie il y a quelques années, qui justement incite les entreprises à avoir un engagement social ou sociétal dans le cadre de leur création d'entreprise. J'imagine que ça se rejoint avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, je pense que ça sera une parenthèse dans l'histoire, une parenthèse fâcheuse, mais une parenthèse que de se dire que finalement, le profit pur, sans avoir une responsabilité au-delà du share owner, c'est le concept de stakeholder plutôt que share owner. C'est tous les stakeholders, humains et environnementaux, qui en fait jouent un rôle dans l'impact de l'entreprise, pas seulement le share owner qui investit de l'argent pour un retour sur investissement. Alors, on sait que certains PDG ont pu être reprochés d'avoir trop dépensé en RSE, sans vouloir citer des noms. Est-ce que selon toi, l'investissement en RSE est une menace à la rentabilité? Ça rejoint un peu notre première question. Mais est-ce que ça devrait faire peur au PDG justement de s'engager? Je pense que si on a peur, il ne faut pas être PDG. Donc déjà, il faut avoir le courage de ses convictions. J'ai eu la chance de travailler, tu dis de ne pas les citer, mais pour Unilever, qui était un peu le godfather du projet Sustainability, leur Unilever Sustainable Living Plan. Et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose que l'on vivait dans l'entreprise. C'est quelque chose qui était vraiment vécu par le CEO et donc qu'il inculquait à l'ensemble des leaders comme un élément. Alors bien sûr, ce n'était pas le seul. Et c'est là qu'on rejoint cette dualité et cet équilibre qu'il faut trouver, parce que je crois que quand je dis qu'il faut satisfaire tous les stakeholders, il faut aussi ne pas dissatisfaire les share owners, parce qu'à ce moment-là, ça pose problème, parce que c'est quand même eux qui font fonctionner l'entreprise. Donc il faut avoir la rentabilité, mais il faut garder cet objectif qu'on a une responsabilité plus large que simplement cette rentabilité. Nous, chez Globe Dreamers, on remarque une grande émergence des engagements des jeunes et de leur besoin de s'engager et de se rendre utile. Est-ce que c'est une tendance que toi, tu remarques aussi chez Salesforce ou ailleurs dans tes activités? Alors je crois que c'est, là encore j'ai la chance, après des sociétés comme Unilever, Salesforce c'est aussi une société qui est complètement, on dit souvent business is the greatest platform for change, et donc on vit vraiment avec cette culture de valeur et de l'impact que la société peut avoir sur le monde externe. Et c'est vrai que, qui plus est avec
le phénomène Covid, il y a une accélération, je crois, d'une prise de conscience que finalement, il y avait des trade-offs avant que l'on acceptait de faire, notamment ma génération, qu'une nouvelle génération ne souhaite plus se compromettre. Elle ne va plus accepter ni de compromettre sa qualité de vie, ni de compromettre son cadre de vie, ni de compromettre ses relations de vie. Et donc tout ce côté humain, ce côté nature, etc., à mon avis, est en train de reprendre le dessus d'une certaine forme, et c'est une bonne chose. Et je pense que là encore, c'est fait pour durer. On va avoir un moment intéressant dans lequel on va rentrer, et ça va durer un certain temps, qui va être un vrai débat entre retourner sur des modèles de profitabilité pure, des modèles de travailler dans des bureaux, des modèles de finalement l'ancien modèle, l'ancien monde, et puis le nouveau monde qu'on ne connaît pas encore. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a une accélération. C'est facile de dire aujourd'hui je veux protéger la nature, aujourd'hui je veux privilégier l'humain parce qu'on est en crise. Mais quand on va sortir de crise, les mauvaises habitudes vont revenir assez facilement. Et je pense que les jeunes vont justement avoir un rôle prépondérant, et les marques également vont avoir un rôle prépondérant, et c'est là que je pense qu'une marque comme Lobreamer peut avoir ce rôle, pour justement se faire l'écho de ce changement de société, et d'une certaine façon dire non, l'ancien modèle, on n'en veut plus. On ne sait pas exactement le nouveau modèle, parce qu'il va falloir le créer, il va falloir l'inventer, mais comme après toutes les grandes disruptions, comme les guerres, et au départ de la crise Covid, on a parlé d'un parallèle avec une guerre, comme les guerres, ça amène la possibilité, ça ouvre les portes sur un changement de société. Et je crois que vous avez une responsabilité pour justement, pas nécessairement descendre dans la rue, mais en tout cas pour vous faire le porte-parole et le porte-voix quand même de ce besoin d'un changement. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Donc on essaie d'amener un maximum de projets sur Glendreamers. Est-ce que la communication d'aujourd'hui, mais surtout celle de demain, du coup, ne deviendrait pas exclusivement dédiée à l'engagement dans un monde qui en demande de plus en plus? Alors moi j'ai toujours eu un peu un concept pour une marque qui est, désolé pour l'anglais, mais a product to buy and an idea to buy into. Donc cette idée de le produit, il faut bien qu'on dise qu'on est là pour vendre, mais à côté de ça, il faut une idée un petit peu plus noble, un peu plus intéressante, un peu plus purposeful, dans laquelle on essaye d'embarquer les gens et de les faire rêver. Et donc je crois que la communication produit va devenir peut-être encore plus basique. Il faut vraiment raconter, on dit parfois il faut déballer pour vendre, il faut vraiment vendre son produit, il faut raconter exactement ce qu'il fait, etc. Il faut parfois arrêter de raconter des histoires un peu trop loin du produit, ce qu'on a fait dans le passé avec le marketing. Ça c'est le product to buy. Et puis le idea to buy into, c'est là qu'au contraire, les points de vue sur la société, les hommes derrière les sociétés, c'est quand même ça que maintenant les gens achètent. On croit plus dans les recommandations de personnes que dans les recommandations de marketing. Donc la communication qui essaye de t'endormir en te faisant croire que ton produit est le meilleur du monde, quand c'est pas vrai, je crois que ça effectivement c'est fini, parce que tout de suite avec le digital, tout de suite tout le monde le sait, tout le monde sait que tu es en train de raconter des histoires, et tu as mieux fait de te taire parce que là tu t'en prends dans la figure. En revanche, si tu n'as pas quelque chose de plus profond qui parle de tes valeurs et de ton point de vue sur la société, voire pire parfois si tu les évites, si tu dis non, j'ai pas de point de vue, là c'est là que je crois que tu te fais prendre et que les gens me disent vous avez peut-être un très bon produit, mais je préférerais aller acheter le même produit ailleurs avec des gens ou une société ou une marque dans laquelle je crois un petit peu plus. À ton avis, est-ce que les entreprises engagées en ce moment vont ressortir de la crise plus fortes que les entreprises, que leurs concurrents qui se concentrent sur leur business pur? Alors, il y a deux façons de voir les choses. C'est évident qu'on traverse une crise où la première chose, c'est de ressortir de la crise. Si on n'en ressort pas, effectivement, on ne va pas changer le monde. Donc, c'est vrai qu'à court terme, les entreprises, les individus sont dans l'obligation quand même de
de privilégier un mode de survie. Mais je pense que c'est justement en ce moment que c'est important de se poser la question de qu'est-ce qui va faire le changement plus tard, quelles sont les valeurs, quels sont les points de vue, et de commencer à ancrer ça dans son business model, dans sa communication, parce que si on ne le fait pas maintenant, c'est là que, peut-être pas dans 6 mois, mais dans 2 ans, dans 3 ans, je pense qu'on va voir un espèce de shift entre ceux qui seront, pour revenir sur le point dont je parlais tout à l'heure, revenus sur le vieux modèle, l'ancien modèle pure profit, ou bien ceux qui auront réussi à profiter de cet environnement pour se réinventer et pour participer à la création d'un monde, j'espère, un petit peu meilleur, où on aura quand même appris quelque chose. J'avais beaucoup aimé, au début de Covid, il y avait une lettre qui avait été publiée, ça s'appelait « Lettre de Covid aux humains ». Et ça commençait par « Maintenant que j'ai votre attention ». Et je crois que, justement, il avait malheureusement, et c'est affreux pour tous les gens qui ont souffert, qui ont disparu, qui ont perdu des proches, mais il a fallu que quelque chose d'aussi grave, d'aussi dramatique que ça arrive pour dire qu'il y a quand même des choses qui vont fondamentalement pas et qu'il faut changer. Et là encore, je pense que c'est bien pour des entreprises comme Globe Dreamer qui posent les vraies questions et qui essayent justement de créer de la croissance, mais aussi de le faire d'une façon purposeful. Merci infiniment Marc d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ici chez Globe Dreamers. On sait que ton temps est précieux et on était ravis d'avoir toutes ces réponses qui ont été très pertinentes et j'espère très utiles. Non, merci à vous, c'était super, bon courage. Et c'est vrai que je suis avec beaucoup d'attention parce que je trouve que tout ce que je vois va dans le bon sens. Et je pense en plus que c'est vraiment un bon moment pour justement accélérer les modèles comme Globe Dreamer. Donc allez-y à fond, faites-nous rêver. On y compte bien. Merci Marc.